Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. Alors on se rejoint aujourd'hui pour parler de La femme au dragon rouge de José Rodrigues dos Santos. Ce livre est sorti il n'y a pas longtemps et c'est un livre en fait qui est un thriller. Mais c'est un thriller en fait qui, comme chacun des livres de José Rodrigues dos Santos, a comme prétention bien, de nous apprendre des choses. Et là en l'occurrence, ce qu'il va nous apprendre, c'est tout simplement à faire connaissance avec la Chine et avec ses intentions. Surtout avec la Chine communiste, parce que c'est ça le sujet en fait, c'est le parti communiste chinois surtout. Et donc, ce livre, j'ai déjà fait une chronique, mais j'ai trouvé que cette chronique que j'ai faite sur la chaîne était incomplète, et c'est la raison pour laquelle je voulais refaire une vidéo pour vous parler d'une manière plus complète de ce livre, parce qu'après l'avoir digéré, finalement, je comprends mieux le message, et puis aussi parce que j'ai interviewé l'auteur sur la chaîne, vous l'avez vu, je vous mettrai les liens en description si vous voulez aller voir l'interview de cet auteur, où on a beaucoup parlé justement de La femme au dragon rouge, tout cela sera en description. Alors, La femme au dragon rouge, c'est quoi? C'est tout simplement, je vous l'ai dit, un thriller, c'est un roman, et donc, l'histoire, c'est tout simplement toujours le même héros de José Rodrigues dos Santos, c'est Tomás Norora, et en fait, il apprend que sa femme a été enlevée en Inde parce qu'elle essayait d'aider une autre femme, et du coup, ces deux femmes ont été enlevées. Finalement, Tomás Norora va se rendre sur les lieux et puis il va faire la rencontre d'un Chinois qui finalement travaille pour la CIA, qui est finalement un citoyen américain, bien que son apparence soit chinoise. Et puis, il va, l'agent de la CIA va expliquer à Tomás Norora, pourquoi en fait il s'intéresse à l'enlèvement de sa femme. Je rappelle que Tomás Norora ne sait toujours pas pourquoi sa femme a été enlevée, et donc du coup, c'est l'agent de la CIA qui va lui apprendre et qui va lui expliquer que, elle était avec une femme qu'ils ont nommée Dragon Rouge et que cette femme, est porteuse des secrets de la Chine, de leurs secrets géopolitiques et de leurs intentions en fait à long terme à l'égard de l'Occident. Donc ça, c'est à peu près le topo général. Et en fait, de quoi va nous parler ce livre dans les grandes lignes? Tout simplement, dans un premier temps, il va nous parler du fascisme et du totalitarisme communiste à l'intérieur de la Chine. Il va nous montrer dans ce livre, José Rodrigues dos Santos, comment, avec la technologie, le Parti communiste chinois arrive à dépasser ce que Orwell avait imaginé quand il décrivait le communisme dans 1984. Et donc, il va nous être décrit de quelle manière ça se passe et comment les Chinois s'y prennent pour faire avancer leur peuple au pas. Il va nous être expliqué également que les Chinois supportent difficilement les minorités ethniques et donc du coup, ils souhaitent qu'il y ait une homogénéité culturelle mais aussi ethnique. Sauf que ça n'est jamais dit parce qu'ils savent que dans le concert des nations, ils savent que ce n'est pas quelque chose qu'on veut entendre parce que ça nous rappelle tout de suite l'eugénisme nazi, l'eugénisme hitlérien. Et donc du coup, les Chinois sont plus malins, ils savent qu'ils ne peuvent pas véritablement exterminer leurs minorités ethniques. Pourtant, ce sont des minorités qui sont pour eux gênantes parce que, elles gênent, je l'ai dit, l'homogénéité de la culture chinoise, mais ils gênent aussi parce qu'ils questionnent le Parti communiste chinois et aussi parce que, par exemple, pour les Ouïghours, sous le sol des Ouïghours, sous le sol des terres historiques des Ouïghours, il y a beaucoup de pétrole et on voudrait les spolier en toute tranquillité. Et donc, les Chinois envoient tout simplement ces minorités ethniques dans des camps de concentration, tout simplement pour les rééduquer, comme nous l'explique George Orwell par exemple dans 1984, la manière dont Smith est rééduqué, c'est exactement comme cela que ça se passe, sauf que là on n'est plus dans un roman de George Orwell, on est dans la réalité, c'est-à-dire qu'on a des Ouïghours qui sont envoyés en camp de concentration, qui sont parfois tués ou exterminés quand ils résistent, qui sont pour les femmes stérilisées tout simplement pour que elles ne puissent pas se reproduire et que les Ouïghours soient une population avec les autres minorités ethniques qui finalement s'éteignent dans 2 ou 3 générations. En fait, c'est tout simplement un génocide qu'il se passe là-bas en Chine. Et nous continuons, nous, ici en France et en Occident, allègrement à consommer des produits chinois en toute tranquillité. Explication par l'auteur lors d'une interview qu'il m'a accordée. Le roman va toucher effectivement aux questions des Ouïghours, et pas seulement les Ouïghours, les Kazakhs, les Ouïs, tout ça, sont des minorités ethniques que, dans le discours officiel, tout est respecté, mais dans la réalité, c'est toute une autre affaire. La Chine est un pays avec des dizaines d'ethnies différentes, reconnues au moins, euh, mais évidemment, il y a une ethnie qui est dominante, qui sont les Han, qu'on appelle les Chinois, sont les Han. Les Han
On peut dire qu'ici on applique le principe de George Orwell. Tous sont égaux, mais les uns sont plus égaux que les autres. Et c'est Mhm. ce qu'on va découvrir dans le roman. La Chine, sur toute l'âge du Parti communiste chinois, est un pays qui a plus d'une centaine de camps de concentration avec entre 1 million et 3 millions de personnes y fermées par des raisons ethniques. Ils ont une société de surveillance totale, comme on voit chez Immortel. Ils ont 1 milliard de caméras de vidéovigilance qui peuvent identifier chaque personne. Si la face est cachée, ils peuvent identifier la personne par la façon dont la personne marche. Et même, ils disent, ils peuvent, avec les réactions du visage, comprendre les idées politiques de chaque citoyen. C'est le système totalitaire le plus complet, le plus absolu de l'histoire de l'humanité, plus que le système du Parti national-socialiste en Allemagne, plus que du Parti communiste Union soviétique, plus que du Parti communiste en Allemagne démocratique, voire l'Allemagne communiste. C'est vraiment grâce à ce système de surveillance électronique vraiment très puissant. Et ils utilisent des algorithmes pour identifier les gens par la couleur de la peau. Et ça, c'est vraiment le projet nazi. Ce qu'on trouve chez la Chine, avec ses camps de concentration, persécution des détenus, des pratiques de génocide, parce que génocide, c'est pas seulement, selon la définition des Nations Unies, c'est pas seulement jeter les gens dans des camps à gaz, non. C'est aussi d'empêcher un groupe ethnique de se reproduire biologiquement. Et avec des campagnes de stérilisation forcée des Ouïghours en Chine, on plonge directement sur la définition de génocide. En plus, aussi, la récupération de la pratique massive et avec la soutenance de l'État de l'esclavage, voire des gens qui sont forcés à travailler contre leur volonté sans rien recevoir. Et alors, toute cette réalité se pratique aujourd'hui, pas dans l'Allemagne des années 40 ou dans la Russie des années 50 ou 30 ou n'importe quoi. Non, ça se passe aujourd'hui, 2023, avec un des plus grands partenaires commerciaux de notre monde, de l'Europe, de la France, du Portugal. Donc ça, c'est ce qui nous est expliqué dans le livre, au début du livre, et puis il nous est montré comment la Chine s'inspire de temps anciens, c'est-à-dire de sa culture ancienne au niveau de l'art de la guerre, tout simplement pour cacher ses véritables intentions à l'Occident. Parce que pour la Chine aujourd'hui, qui est-ce qui domine le monde? C'est l'Occident. Pas que pour la Chine, mais la Chine a bien compris que c'est l'Occident qui domine le monde. Donc le grand Satan capitaliste pour la Chine, c'est tout simplement l'Occident. Nous sommes ceux qui doivent tomber pour que la Chine puisse en fait devenir le pays qui contrôle le monde, le pays qui domine le monde. Et donc la Chine sait qu'elle ne peut pas attaquer l'Occident frontalement et donc du coup elle va faire des choses en secret. Elle va s'armer en secret, elle va tout simplement gonfler en fait son budget de l'armement. Elle va, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle va tout simplement essayer de faire croire qu'elle est capitaliste alors qu'elle est communiste et donc elle va commercer avec l'Occident. Elle va faire croire que le Parti communiste n'a plus de communiste que le nom, ce qui n'est pas vrai. Le Parti communiste est véritablement communiste, même s'il s'arrange pour l'instant avec l'économie capitaliste. C'est expliqué dans le livre pourquoi est-ce qu'ils ont cette stratégie-là. Et puis il nous est expliqué les intentions géostratégiques de la Chine. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant aussi, parce que, on nous explique très souvent, que ce soit, je sais pas, à la télé ou des analystes géopolitiques nous expliquent que la Chine, souhaiterait une nouvelle route de la soie pour faire, pour avoir un espèce de rapport gagnant-gagnant avec tous les pays du monde. Et ça, encore une fois, c'est une stratégie de dissimulation de la Chine. Ça nous est montré dans le livre. Et cette stratégie de dissimulation, elle dissimule quoi? Elle dissimule tout simplement le fait que la Chine essaye de régner sur le monde, que la Chine essaye de véritablement avancer ses pions pour pouvoir
eh bien, entourer l'Occident avec ses forces et pour pouvoir, eh bien, tout simplement, dominer l'Occident. Alors comment elle fait la Chine pour faire ça? Parce que, eh bien, c'est bien beau de le dire, mais il faut qu'on ait quelques preuves quand même. Explication par l'auteur lors d'une interview qu'il m'a accordée. On voit que la Chine essaye de développer ce qu'elle appelle une route de la soie, et on s'aperçoit que cette route de la soie n'est pas en fait une simple route pour des rapports commerciaux gagnant-gagnant. On voit qu'il y a une véritable prédation, une véritable volonté coloniale et une véritable, oui, volonté coloniale du Parti communiste et de la Chine. Et on voit que, eh bien, par exemple, c'est la Chine qui détient la dette la plus importante de l'Afrique. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer justement quelle est cette stratégie de la Chine pour soumettre les pays pauvres et puis pour peser sur, eh bien, la diplomatie mondiale dans le monde? Alors, le projet de la nouvelle route de la soie, c'est vraiment, première chose qu'il faut expliquer, et le roman, il plonge un détail, c'est que toute la philosophie des expansionnistes chinoises est basée sur la période des États combattants, il y a plus de 2000 ans. Et l'idée, c'est, et on trouve chez Sun Tzu dans l'art de la guerre, qui a été écrit dans cette période-là, la période des États combattants. Et l'idée, c'est la guerre parfaite. Et une guerre, je veux faire la guerre, mais vous ne comprenez pas qu'il y a même une guerre. Ouais. OK? Et c'est ça la guerre parfaite. Du moment que je suis en train de vaincre, c'est là que je vais montrer mes intentions. C'est la duperie, la dissimulation. Toute la guerre est basée sur la dissimulation. Mais le concept stratégique chinois est le plus basé sur la dissimulation que les autres. Alors, ils cachent toujours leurs intentions jusqu'au moment où ils sont en train de gagner la guerre. Et là, ils montrent leurs intentions. Alors, la nouvelle route de la soie est un instrument de guerre. Comment ils font les choses? Ces temps-ci, par exemple, ils sont arrivés au Sri Lanka. Ils avaient besoin de contrôler le Sri Lanka parce que le grand rival de la Chine en Asie, c'est l'Inde. Et le Sri Lanka, 90% du commerce externe de l'Inde passe près de Sri Lanka. Alors, ils ont trouvé un coin, ils ont étudié un projet pour construire un port au Sri Lanka. Et ils ont fait, et c'est vraiment ce qu'ils ont fait, ils ont étudié si le projet il était soutenable du point de vue économique. Et ils ont arrivé à la conclusion, il n'est pas soutenable du tout. Alors, c'est un bon projet pour investir. Ça ne fait aucun sens dans un système capitaliste, mais ça fait du sens dans un système de domination. Alors, ils ont proposé au Sri Lanka, on va vous construire un port extraordinaire. Ça sera la solution pour tous vos problèmes. Ils ont donné de l'argent, des milliards, évidemment, une partie est allée dans un paradis fiscal quelconque pour le président ou le premier ministre ou n'importe qui. Et puis, ils ont construit le port de Hambantota, dont le bouquin parle. Mais ça, c'est un exemple, ça se passe partout. Ils soutiennent des projets qui ne sont pas soutenables économiquement. Et pourquoi? Alors, le port a été construit et soudain, il n'y a pas des bateaux là. Aucun bateau arrive. Ouais. Le port est vide. Alors, il ne produit pas de l'argent pour payer la dette, qui était effectivement l'objectif initial. Et Ouais. alors, la Chine va dire, mais il vous faut payer la dette. On vous a aidé, nous sommes très bons et on vous a aidé, mais il faut payer la dette parce que nous avons aussi nos responsabilités. Et les gens de Sri Lanka ont dit, mais nous n'avons pas de l'argent, il n'y a pas de bateaux qui viennent ici, c'est pas économiquement soutenable. Et là, le Parti communiste chinois va dire, bon, nous sommes très bienveillants envers vous, alors vous nous donnez le port et la dette est payée. Et alors, ainsi, ils ont pris un morceau de Sri Lanka avec le financement d'un projet qui n'était pas soutenable. Et maintenant, ils peuvent amener la marine de guerre chinoise pour le port d'Ambantota pour contrôler l'Inde. Vous comprenez? Ils fait Ouais. la même chose au Pakistan, il fait la même chose en plusieurs d'autres coins. Il donne toujours de l'argent pour des projets qui ne sont pas économiquement soutenables, pour
prendre ces pays dans le piège de la dette et ainsi soumettre ces pays à leur volonté. Et, c'est vraiment le projet. Alors, c'est un projet néocolonial déguisé en choses très positives. Et dans cette douperie, dans cette dissimulation, il nous faut rendre compte d'une chose. Il ne faut pas prendre attention à ce qu'il dit, parce qu'il utilise toujours des mots bienveillants, des mots positifs. Ah, on cherche l'harmonie, la prospérité commune, l'harmonie universelle, tout ça. Non, il ne faut pas prendre attention aux mots. Il ne faut prendre attention aux actes. Quelles sont les actions? Parce qu'il parle pas par les mots, mais par les actions. Les paroles, elles n'existent pas pour exprimer la vérité, mais pour la cacher. Et c'est ça l'art de la guerre, la dissimulation. Ils sont en train de développer une armée formidable en tant que ressources humaines. Ils ont beaucoup de soldats, ça c'est clair. Ça a été toujours comme ça. Technologiquement, ils ont fait de l'espionnage industriel pour copier les systèmes d'armement américains surtout. Le J-22, par exemple, l'avion le plus développé, ils ont copié et plusieurs d'autres. Ils ont commencé à faire je sais pas dire en français, en anglais, on dirait aircraft carriers. C'est porte-avions. Ouais. Porte-avions, OK. Ouais. Des porte-avions en cachette, ils ont commencé à faire ça. Maintenant, ils ont une marine plus grande que la marine américaine. Dans les jeux, je l'explique dans le roman, dans les jeux de guerre au Pentagone, on a trouvé que l'Amérique gagne toujours, sauf quand l'adversaire est la Chine. Et là, la Chine gagne. Et c'est compliqué. Il y a bon, des militaires qui disent qu'on n'est pas encore arrivé à ce point-là, mais on est proche. Il y a des autres qui disent qu'on l'a déjà dépassé. Les Chinois, ils croyaient qu'ils avaient déjà dépassé ce point-là. Et c'est le moment où ils ont commencé à montrer leurs intentions d'une façon plus ouverte. En plus, puisqu'ils sont communistes, ils ne comprennent pas le capitalisme. Ils dissimulaient toutes ces intentions. Ils feignaient être très humbles. Oh, on veut apprendre avec l'Occident, vous irez nous enseigner. C'était une dissimulation, évidemment. Et avec la crise de 2009, avec la chute de Lehman Brothers, la crise de l'euro en Europe et tout cela, ils ont cru, en tant que communistes, que c'était la chute du capitalisme qui a été prévue dès le 19e siècle et finalement, elle est arrivée. Alors, ils ont vraiment cru au Parti communiste chinois que c'était l'Occident qui tombait. Et c'est cet instant-là qu'ils ont commencé à montrer leurs intentions. Ils sont devenus beaucoup plus agressifs. Et c'est pourquoi la guerre en Ukraine joue un grand rôle. Parce que la guerre en Ukraine a montré à la Chine qu'effectivement, l'Occident n'est pas mort. Ils croyaient, comme Hitler, comme Lénine, comme Staline, comme Mussolini avant, ils croyaient que les démocraties sont en décadence. Et c'est l'idée libérale, de la liberté, tout ça, ça va plonger. Et le futur, c'est pour eux. C'est les croissances qu'ils avaient dès les années, 19e siècle, et puis plus tard, ils croyaient toujours, quand on entend les discours de Hitler, Mussolini, Lénine, Staline, Mao, tout ça, ils parlent toujours de la décadence de l'Occident qui est imminente. Car Marx, il parlait de la chute du capitalisme qui était imminente. Et finalement, c'est pas produit. Et avec la guerre en Ukraine, ils comprennent que c'est pas vrai. Pour l'instant, ils croient, évidemment. Ils croient, non, un jour, ça va se passer. Un jour, on ne sait jamais quand, mais ça va se passer. Et c'est pourquoi cette guerre a montré à la Chine un autre visage de l'Occident, de l'Occident libéral, des démocraties libérales. L'autre jour, je parlais avec un Ukrainien à propos de cette crise en Russie avec Prigozhin et tout ça, et je lui disais, les démocraties,
elle semble faible, parce qu'on discute à tout l'instant, on se dispute et tout ça. Elles semblent faibles, mais elles sont finalement Ouais. très fortes. Tandis Ouais. que les dictatures, elles semblent fortes, mais Ouais. finalement, elles sont très faibles. Parce Ouais, c'est qu'elles vrai. vivent dans le mensonge. Ce sont des sociétés de mensonges. On pensait que la Russie était très forte, très forte. Du moment qu'ils ont envahi l'Ukraine, on a compris qu'ils finalement sont des tigres de papier. Parce que, puisqu'ils sont des sociétés de mensonges, ils mentaient à eux-mêmes aussi. Ils croyaient avoir une puissance qui n'était que dans leur imagination. Et dans les sociétés démocratiques, en dépit de tous ces problèmes qu'il y en a, et on le comprend très bien, au moins, parce qu'on se critique à tout l'instant, on trouve toujours des problèmes. Et on a la capacité de, puisqu'on trouve les problèmes, les résoudre ou traiter ces problèmes d'une façon quelconque. Dans une dictature, on ne peut pas toucher aux problèmes. Et alors, les Ouais. problèmes, ils s'approfondissent. Et c'est la faiblesse des dictatures. Et c'est la puissance des démocraties. La capacité de critiquer de, continuellement, persistantement, et ainsi toucher au problème et résoudre chaque problème. Et après, quand on résout un problème, on va trouver un autre problème et on continue comme ça. Et c'est ça l'évolution d'une société démocratique. Si la Chine en fait domine le monde, c'est pas comme quand l'Occident dominait le monde. L'Occident domine encore le monde, même si c'est de moins en moins le cas. Mais si c'était la Chine qui demain dominait le monde, ce serait autre chose que l'Occident parce que la Chine est totalitaire et que la Chine, en fait, dans les produits qui sont construits chez elle, installe des puces, installe des logiciels, installe tout un tas de choses qui leur permet de surveiller tout un tas d'autres pays, qui leur permet de surveiller des citoyens à distance, qui leur permet d'activer telle ou telle puce pour pouvoir activer la surveillance de tel ou tel citoyen à n'importe quel moment. C'est dans la loi chinoise, il a fallu que j'aille vérifier pour le croire, tout simplement dans la loi chinoise, si le Parti communiste chinois demande à une entreprise, quelle que soit l'entreprise chinoise, eh bien d'espionner tel ou tel citoyen, eh bien l'entreprise, même si elle est privée, elle doit obéir, elle n'a pas le choix. D'ailleurs, il y a des bureaux du Parti communiste chinois dans chaque entreprise chinoise. Donc, les entreprises chinoises ne sauraient faire autrement qu'obéir, quand bien même elles ne le souhaiteraient pas. Explication par l'auteur lors d'une interview qu'il m'a accordée. Les sociétés chinoises qui fabriquent la grande majorité de nos produits électroniques, eh bien, mettent des puces espionnes dans nos produits et dans les produits qui sont vendus en Europe, en Occident, etc. Et c'est des puces qu'ils peuvent réactiver quand ils veulent pour capter nos données. Et ça paraît vraiment, voilà, ça fait peur et on se demande comment, eh bien, l'Europe et les États-Unis ont pu rester aussi naïfs aussi longtemps par rapport à ça. Oui, en effet, vous savez, il y a cette histoire aujourd'hui sur Huawei. Bruxelles conseille tous les pays de l'Union européenne de ne pas avoir Huawei dans le système de 5G. Et évidemment, c'est le résultat, la peur que tous les données sont, oui, que Huawei et ce système de 5G devient un système espion. Parce que, en effet, c'est la pratique du Parti communiste chinois. Par exemple, le Parti communiste chinois, très bienveillante, très positif, a donné à la OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, et le bâtiment siège. Je pense que c'était à Addis Abeba. Alors, ils ont offert comme un cadeau du Parti communiste chinois à l'Afrique. Alors, très bienveillante. Puis un jour, la OUA a demandé à des techniciens français de venir à Addis Abeba parce qu'ils avaient des problèmes dans les ordinateurs. Et apparemment, quelqu'un travaillait très tard et à 3 heures du matin, il a entendu les ordinateurs faire des bruits étranges. Alors, les Français ont étudié ça et ont compris qu'à 3 heures du matin, chaque jour, les ordinateurs de OWA transmettaient toutes les données dans les ordinateurs pour Shanghai. Alors, en effet, tout le bâtiment était un bâtiment espion. Il a été donné comme un cadeau, mais il faisait l'espionnage. Et tout ce Ouais. qui se passe, on a découvert par exemple beaucoup d'ordinateurs que nous avons, soit des portables, soit de laptops, sont fabriqués en effet en Chine. C'est technologie occidentale, mais ils sont fabriqués physiquement en Chine. Et on a découvert qu'ils ont du spyware, voire des petits trucs d'espionnage cachés là-dedans.
pour nous écouter quand ils vont et quand ils veulent. Alors, évidemment, on le sait, ça se passe aussi en Occident par des raisons commerciales. Mais ici, c'est pas commercial, c'est politique. C'est pour nous surveiller et c'est pour nous manipuler et c'est pour, évidemment, prendre toute la technologie, la production intellectuelle de l'Occident. Mm. On est d'accord, il peut avoir développé euh, ces technologies, mais avec leur propre capacité, pas un espionnage et espionnage de tout, l'économie, des armes, toutes les technologies, bon, et ça, c'est très compliqué. Nous sommes devant un système totalitaire. Il faut toujours avoir ça dans notre esprit. Donc c'est flippant quand on sait par exemple que des entreprises comme Huawei ont massivement développé des technologies de télécommunication en Occident. Alors on voit qu'aujourd'hui, finalement, l'Occident se ravise, les États-Unis en premier et puis l'Europe est en train de suivre et est en train d'envoyer paître Huawei à cause de ce fameux espionnage de masse auquel ça donne la Chine. Et tout ça est flippant parce que il y a quand même déjà du matériel qui est en place et puis il y a une volonté pour la Chine d'espionner le monde entier comme ils espionnent leur propre population d'une manière totalitaire pour pouvoir maîtriser, contrôler et soumettre tout le monde. À la fin de La femme au dragon rouge, on voit ce dialogue entre les deux femmes, Maria Flor et Madina. Et Maria Flor, elle va dire, parce qu'elle Madina, qui est la Ouïghour chinoise, elle se plaigne de tout ce qui s'est passé. Et Maria Flor, vient d'une démocratie libérale, elle va dire, mais non, nous aussi en Occident, nous avons beaucoup de problèmes, ce qui est vrai. Nous avons de la corruption aussi et tout ça. Et Madina, elle regarde et dit, mais vous êtes des enfants de gâtés, vous êtes des enfants gâtés, vous avez tout et vous ne nous donnez pas de valeur à tout ce que vous avez. Et nous n'avons rien, nous n'avons aucune liberté, nous sommes persécutés et nous comprenons la valeur de ce que vous avez. Et vous, que vous l'avez, vous ne comprenez pas cette valeur. Vous essayez de faire l'égalisation entre votre démocratie et notre dictature ne sont pas égales. Ce sont des choses tout à fait différentes. Seulement des enfants gâtés peuvent raisonner comme ça. Et je pense que c'est un dialogue très important parce qu'il nous amène, il nous fait comprendre que, écoutez, j'écoute souvent des discours pour la défense de la démocratie et vraiment ça m'agace quelquefois parce que ce sont des clichés, vraiment, mais il y a de la vérité derrière. Et dans ces moments, comme dans la guerre en Ukraine, quand on comprend ce qui se passe en Chine, on comprend finalement que derrière ces clichés qu'on entend souvent, il y a une profonde vérité. Notre société libérale, il est beaucoup plus saine que ces sociétés-là, qui sont vraiment malades. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à participer financièrement. Vous avez tous les liens pour faire tout ça en description. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao.